Matière et esprit. Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'esprit? Pour comprendre cela, prenons l'exemple d'un corps humain. Son visage, sa tête, ses bras et ses jambes sont les constitutions matérielles de l'homme. Nous pouvons les sentir, les voir, en bref les percevoir avec nos sens. Au contraire, ce que nous n'arrivons pas à entendre, toucher ou voir, par exemple nos émotions, nos pensées, nous les classons dans l'esprit. Rien ne prouve qu'ils existent réellement, car on ne peut pas les démontrer d'une manière expérimentale. Alors, nous pouvons nous demander si le domaine de la réalité correspond seulement au matériel. D'abord, quelles sont les composantes de la réalité? Est-ce le feu, l'eau, l'air et la terre, comme les pensaient les philosophes présocratiques? Selon Platon, non, car ce ne sont que des configurations accidentelles de la matière. Ce qui la compose réellement, nous ne pouvons le déterminer. Le réel noue trois dimensions, sensible, intelligible et matérielle, dans lequel nous sommes incapables de déterminer véritablement ce qui devient, en quoi cela devient, et ce à la ressemblance de quoi naît ce qui devient. Nous ne connaissons donc qu'une partie de la réalité. Pouvons-nous percevoir un réel relatif? Selon Berkeley, oui. La perception d'un objet prouve son existence. La table sur laquelle j'écris, je dis qu'elle existe, car je la vois, je la sens. La matière suscite nos sens et consiste à être perçue, ce qui garantit l'existence d'un objet et sa perception. Alors, la réalité du monde dépend de nos sens. Nous avons déjà déterminé que les termes matière et esprit sont contradictoires entre eux. Pascal a même dit que la distance est infinie des corps aux esprits. Il n'y a donc aucune correspondance. Mais remettons en cause cette affirmation. Pouvons-nous réduire l'esprit à la matière? L'homme est esprit selon Pascal, parce que même s'il est constitué de matière, ce n'est pas celle-ci qui fait sa grandeur. Un homme sans pensée serait inconcevable. Il ne serait même plus homme, plutôt une pierre ou une brute. Cela montre l'importance de l'esprit chez l'homme. De plus, il montre que la recherche des biens matériaux est vaine dans un univers si vaste. Donc, il faut cultiver la pensée qui peut s'étendre au-delà. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Si l'homme est esprit, est-ce que ça signifie que l'esprit est matériel? Lucrèce, épicurien pour lequel rien n'existe en dehors des atomes et du vide, affirme la matérialité de l'âme et de l'esprit. D'abord, l'âme et l'esprit sont distincts. L'esprit est indépendant et l'âme est immanente au corps. Si une crainte très forte vient bouleverser l'esprit, il bouleverse donc l'âme qui est reliée au corps, ce qui ramène à des conséquences sur le corps. Alors, le matériel est la substance de l'âme et de l'esprit. Si nous voyons porter nos membres en avant, arracher nos corps au sommeil, ne devons-nous pas reconnaître la nature matérielle de l'esprit et de l'âme? Tout ce qui est relié à l'esprit, aux pensées, passe par le cerveau. Alors, existe-t-il un lien entre l'activité cérébrale et la pensée? Selon Bergson, le cerveau, qui est un organe matériel, est capable de faire le lien avec l'immatériel. Il dirige l'esprit. Il est une sorte d'intermédiaire entre la matière et l'esprit. Par exemple, si le cerveau est atteint d'une maladie qui touche à son organisation matérielle, alors l'esprit sera aussi affecté. Nous avons constamment à distinguer corps et âme, à opposer l'un à l'autre. Le corps est généralement vu comme un mécanisme à être manipulé, mais est-ce qu'il est vraiment une machine? Le seul argument pour dire non serait que l'homme possède une âme. Or, la maîtrise démontre que l'âme est une machine car elle existe seulement grâce aux autres organes dans le corps. Nos poumons, nos muscles, notre cœur. Ceux-ci la constituent. Ce sont des machines pour faire fonctionner notre corps. Tous les mouvements vitaux, animaux, se font par leur action. N'est-ce pas machinalement que les corps se retirent, frappés de terreur d'un précipice inattendu? L'âme est donc techniquement une machine. Fitch part en contradiction du point de vue de la maîtrise. À partir d'un visage, dès la naissance, à travers le temps, chacun s'individualise et acquiert de la spontanéité spirituelle, soit des caractères propres à chacun. Selon lui, on peut déterminer à travers les yeux d'une personne si elle est spirituellement riche ou non. La personne devient plus ou moins sacrée. Son point de vue s'oppose à celui de la maîtrise, où il affirme que la grandeur humaine existe, que l'homme n'est pas une machine. La figure humaine est nécessairement sacrée pour l'homme.